Même après avoir tenté de sauver sa fille 99 fois, tous ses efforts se sont soldés par un échec, elle mourant à chaque fois. Tout a commencé lorsque l'humanité a commencé à se transformer en zombies, provoquant l'effondrement du monde entier. Un père désespéré a tout fait pour lutter contre les morts vivants et protéger sa fille bien-aimée, mais il était impuissant. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'ils trépassent tous les deux. Au lieu de reposer enfin en paix, il est invoqué par une déesse qui lui accorde 99 vies. En gros, il peut mourir 99 fois et revenir encore et encore juste pour essayer de survivre. Il commence sa quête pour protéger sa fille à partir de zéro. Et ainsi, ce cercle vicieux de mort et de retour dans le passé continue. À chaque régression, il essaie de faire mieux qu'avant, pour finalement être vaincu. Même alors, ce super papa ne perd jamais espoir. Il s'accroche obstinément au seul objectif qu'il a en tête. Même si cela signifie répéter cette boucle infernale des dizaines de milliers de fois, il le fera volontiers tant qu'il y aura une chance de sauver sa fille de ce cauchemar. Lors de son avant-dernière tentative, il atteint enfin un sanctuaire fortifié où il aurait pu trouver refuge sous la protection militaire. Mais au moment où il le trouve, sa fille est déjà partie. Au lieu de mettre fin à ses jours et de recommencer, il accepte ce destin tragique et vit le reste de sa vie comme une personne normale. Mais même après toutes ces années, son désir de sauver sa fille ne le quitte jamais. Finalement, désespéré de la retrouver, il met fin à ses jours, rachetant sa dernière chance de la sauver. Alors qu'il se tient là après son retour, pleinement prêt à aller de l'avant, il se souvient qu'il avait autrefois atteint cet abri, de jonc, mais il n'avait jamais pu y arriver avec sa fille vivante. Et tout cela à cause de ses erreurs passées. Cette fois, il est prêt. Équipé de toute l'expérience qu'il a acquise tout au long de ce voyage brutal, il s'assure qu'il ne répétera pas ses erreurs. Il ouvre prudemment le portail d'entrée, déterminé à enfin commencer son voyage vers de jonc, mais il est frappé par un retour à la réalité qu'il n'avait jamais anticipé. Contrairement aux tentatives précédentes, où la zone était dégagée, cette fois, sa porte est envahie par des morts vivants. Toute la rue grouille de zombies, se précipitant comme s'il s'agissait d'une vente du vendredi fou sur du papier toilette. Ce développement sans précédent le laisse figé sous le choc. Après tout, en 99 essais, il n'a jamais rien vu de tel. Les morts vivants ne le laissent même pas terminer son monologue intérieur avant de se jeter sur lui. Sa fille le sort de sa torpeur. Il la repousse rapidement dans la maison et claque la porte derrière lui, se sacrifiant juste pour lui donner un peu plus de temps. Elle le supplie d'ouvrir la porte, mais ce gigachat d'un homme est déterminé à affronter cette épreuve seul. Même alors que sa chair est déchirée, il serre la mâchoire. Il n'est pas question que cela suffise à ébranler sa volonté, pas alors qu'il est arrivé aussi loin. Après avoir vécu la mort près de 99 fois, se faire déchirer une fois de plus ne l'émeut pas. Des images lui traversent l'esprit, des souvenirs chaleureux du lien qu'il partageait autrefois avec sa fille quand elle n'était qu'une enfant. Tout comme il l'adorait à l'époque, il l'adore tout aussi férocement maintenant. Ce lien incassable ravive sa détermination. Il refuse de mourir d'une mort pathétique aux mains de ces maudits monstres. Quelque chose à l'intérieur de lui s'éveille. Une force inhumaine déferle dans son corps. D'une seule poussée puissante, il soulève une douzaine de zombies sur ses épaules et les jette comme des sacs poubelles dans toutes les directions. C'est comme si le papa pantouflard venait de se transformer en un super papa alimenté par l'amour pur. Un zombie malchanceux pense que c'est une bonne idée de le défier. Il l'apprend à ses dépens. Le père traverse la horde comme si c'était du papier. Quand un zombie le mord, il riposte avec 10 fois plus de force. En même temps, il perce le poing directement dans la poitrine d'un autre cadavre. Puis, sautant dans les airs, il écrase un zombie au sol comme une putain de météorite. Même ceux qui restent semblent réaliser qu'ils se sont frottés au mauvais père. Maintenant, il est là à cultiver son aura, arborant un corps qui semble avoir été forgé à la guerre. Un simple regard de ce père dévoué suffit à faire reculer les morts vivants de peur. Pendant ce temps, sa fille s'est calmée à l'intérieur de la maison. Le portail s'ouvre en grinçant et une lueur d'espoir se déverse. La vue de l'autre côté de la porte fait momentanément battre son cœur plus vite. Son père se tient devant elle, vivant, puissant et bâti comme un dieu grec, son corps musclé rayonnant de force et d'aura, un corps qui pourrait faire craquer les mères célibataires de toute la ville. Au 7e jour de l'épidémie, nous passons à la perspective de l'âme capitale. Dans le district de Mapo, il existe un havre d'épicerie spécifique appelé Amart. Pourquoi cette information est-elle importante? Parce que dans la scène suivante, nous découvrons un groupe de soldats gardant avec colère l'entrée, se demandant comment 2 survivants ont réussi à venir jusqu'ici, surtout quand tout le district grouille de zombies. Se profilant dans l'obscurité, Minsoc se rapproche, tandis que le soldat intello devient tellement en colère que je commence à penser que sa tête va exploser. Au fait, à peu près chacun d'entre eux vise actuellement notre garçon, prêt à tirer à tout moment. L'homme responsable demande ce qui est arrivé au visage de notre gars, et il conclut avec humour que Minsoc doit être une sorte de célébrité pour porter ses lunettes de soleil cool. C'est une conclusion hilarante, mais c'est une conclusion favorable, je suppose. Faisant ses débuts dans l'histoire, un méchant capitaine s'avance et leur dit à tous les deux de se casser. Cette femme est surnommée la Veuve Noire, et je suppose qu'après être morte dans Avengers Endgame, Natasha s'est réincarnée dans l'histoire.
Quoi qu'il en soit, Chahiri est assez catégorique sur sa position et se méfie profondément d'eux, déclarant qu'ils ne trouveront aucun abri ici, alors ils devraient se dépêcher. Elle insiste même en se mettant en plein dans sa gueule juste pour lui dire d'aller se faire foutre. Mais à la surprise de ces deux grosses personnalités, Minsok commence à froncer les sourcils à propos de la détérioration de l'état de sa fille. Il affirme qu'après avoir voyagé sans but pendant une semaine entière, l'asthme de Dami devient préoccupant. En bref, il la supplie de sauver sa fille, et grâce à ses talents d'acteur digne d'un Oscar, Bro va jusqu'à dire qu'il est prêt à sacrifier sa propre vie tant qu'il protège son enfant bien-aimé. Sa démonstration d'affection pour sa fille laisse le capitaine perplexe pendant un moment, puis en colère dans l'instant suivant. Même Egged de tout à l'heure pense que c'est un coup stupide venant de Minsok, surtout quand leur capitaine est une brute froide qui n'en a rien à foutre des émotions de qui que ce soit. Et puis nous passons à la partie la plus drôle du chapitre. Tête d'œuf tourne la tête et sa mâchoire se décroche après avoir vu le visage pathétique de son capitaine. La fille peut à peine contenir ses émotions après avoir entendu l'histoire et finit par avoir un changement de cœur. Yeri leur permet à tous les deux de rejoindre les survivants, justifiant qu'ils ont besoin de plus de main-d'œuvre. Mais tout le monde sait que ce n'est pas à cause de ça, parce qu'au fond, elle a l'air d'être une personne sensible. Mais décomposons habilement ce qui s'est réellement passé. Vous voyez, cet homme, Minsok, est un sacré manipulateur, et je le pense vraiment. Bro sourit en fait de voir la nature immuable du capitaine. Lors de ses précédentes rencontres avec elle, il a appris qu'elle est une soldate à la retraite, et pourtant, Thierry est devenu responsable de la collecte d'un grand nombre de survivants et a tout fait pour protéger l'abri. À l'extérieur, elle est la femme la plus brutale que l'on puisse imaginer, à tel point qu'il est préférable de la comparer à un serpent impitoyable. Mais, en fait, son seul point faible est d'entendre des histoires larmoyantes de parents sacrifiant leur vie pour leurs enfants. C'est ainsi qu'il l'a méticuleusement exploitée lors de sa rencontre. Mais Dami est plutôt énervée par sa cascade à l'instant parce qu'elle n'aimait pas le fait qu'il soit prêt à l'abandonner. Pourtant, elle continue de faire semblant d'être une patiente asthmatique et continue de tousser comme un rat mort. Même le soldat est ennuyé, mais la réalité est que seul Minseok connaît la vérité. Il peut voir que l'état mental de sa fille est au plus bas, encore pire que toutes ses tentatives précédentes. Il est important d'assurer sa sécurité de première main. Ce qui l'ennuie le plus, c'est l'apparition de deux variables imprévisibles. Parce que ce n'est que dans cette vie qu'il a connu un changement dans la chronologie basée sur ce qui s'est passé il y a une semaine. Ensuite, il y a lui qui a été mordu par des zombies et qui a en quelque sorte fini par obtenir des super pouvoirs pour cela. C'est presque comme s'il était devenu étranger à son propre corps au point qu'il ne serait pas exagéré d'appeler Minsok un zombie. Explorons les premières étapes de la survie. Vous voyez, le Mart promet beaucoup de fournitures et de ressources pour qu'il puisse en profiter. Non seulement cela, l'endroit est également fortement gardé, assurant une protection adéquate. Étrangement, il découvre un bâtiment effondré juste à côté parce qu'il n'avait jamais vu une chose pareille auparavant. Le soldat est surpris par son aveu et lui fait même remarquer qu'il agit comme s'il avait vu l'avenir ou quelque chose du genre. Quoi qu'il en soit, il parle de l'incident qui a pris racine il y a 3 jours. Un groupe de zombies a commencé à les attaquer de nulle part, et le capitaine, étant altruiste comme elle l'est, les a tous attirés à l'intérieur de ce même bâtiment. L'endroit étant rempli de zombies assoiffés de sang jusqu'à ras-bord, cette femme a anéanti le bâtiment en utilisant des explosifs qu'ils avaient installés à l'avance. Tout l'immeuble s'est effondré et, dans sa destruction, les zombies ont été écrasés. Dans la situation actuelle, ils peuvent être comparés à des gravats et de la poussière, car ils ne se relèveront certainement pas après ça. Et même si certains ont survécu, ils ne peuvent pas s'échapper de l'immeuble effondré. Soudain, le soldat regarde Minsok, qui semble effrayé. Au début, Tête d'œuf commence à rire, se moquant de lui car il agit comme si des zombies allaient surgir de nulle part. Mais c'est ironique, car au moment où il prononce ces mots, un putain de zombie colossal rampe derrière lui. Le gros père de tous les dingues domine le petit soldat, montrant son apparence mutée terrifiante. Le même Tête d'œuf est réduit à une flaque sans mot dire, eh bien, le mec a trop déconné et va bientôt le découvrir. La bête colossale lève le bras avant de lancer son coup de poing titanesque, décimant l'humain en une seule attaque. Mais ce n'est pas tout. Ce même zombie se dirige vers le capitaine Yeri et manque de la toucher aussi. Grâce à ses incroyables capacités d'évasion, le méchant parvient à esquiver juste à temps, tandis que ses hommes sont choqués de voir des zombies et se demandent d'où ils viennent. Préparant ses unités immédiatement, elle leur ordonne d'ouvrir le feu sur le sale type. Les soldats déchaînent une vague de tirs, mais le grand Steve ici présent mange littéralement toutes leurs balles et leurs champs d'aura en même temps. La créature monstrueuse pousse un rugissement assourdissant avant de se jeter sur les soldats. Le massacre commence avec un seul uppercut qui met hors de combat 3 des hommes de Thierry. Un pauvre type est laissé sans défense, effrayé à vie. Et pour une raison quelconque, le zombie décide d'utiliser ses 2 bras juste pour le réduire en miettes. Heureusement, le capitaine altruiste utilise son sac à dos comme diversion parfaite et parvient à le mettre à l'abri du danger. Elle rappelle au clown de garder son calme s'il veut vivre. Le capitaine méchant est perdu dans ses pensées et essaie de reprendre ses esprits, réalisant qu'ils ne sont plus confrontés à un zombie ordinaire.
Sa première raison de s'inquiéter est le Mart, et se rappelant que c'est un refuge sûr, elle conduit les survivants vers celui-ci. Bien sûr, alors qu'il file, Minsook essaie de se justifier, mais Yeri lui dit de fermer sa gueule et de continuer à bouger ses jambes. Le problème, c'est que Dami a du mal à suivre, ce qui active les instincts paternels de notre garçon. La version Gucci de Nanami se retourne pour affronter le tas de viande zombie, et déversant tout ce qu'il a dans un coup de poing, il se déchaîne pour combattre la bête en utilisant seulement ses mains. Passons au point de vue de Yeri, qui a l'intention d'attirer le zombie monstrueux vers une barricade spéciale qu'ils ont construite juste à l'extérieur du Mart. La barricade est si solide et épaisse qu'il est absolument impossible pour quoi que ce soit de la démolir, même si c'est un zombie colossal. Avec ça, ils pourront retarder leur mort jusqu'à ce qu'ils puissent se concentrer sur l'exploitation de son point faible. Mais alors une horrible réalisation la submerge quand elle aperçoit les survivants qui attendent au premier étage. Je vais faire une pause et admirer ce type parce que clairement, Yeri est parfaite à tous les niveaux. Quoi qu'il en soit, la gravité de la situation vient de s'aggraver avec le reste des survivants qui attendent ici. Cela entraîne un changement de plan alors que le capitaine s'arrête immédiatement, maudissant la situation. Elle ne laissera pas le monstre blesser ses gens, alors elle a l'intention de le distraire toute seule. Voilà comment on écrit un personnage féminin badass. Mais quand Harry se tourne pour regarder Dami, elle est étonnée que son père soit introuvable. Le capitaine est furieuse parce qu'elle a fait tous ses efforts juste pour que le père de Dami abandonne sa propre fille. La fille indique au capitaine une direction différente, impliquant que Minsook est là-bas. Surprise mais toujours aussi cool, le capitaine contemple la scène avec un pur étonnement. Vous voyez, elle voit en fait notre garçon démolir la tête du zombie, l'écrasant et la fracassant jusqu'à ce qu'elle soit toute amochée. Minsook met finalement fin à la vie du zombie avec une attaque finale, laissant même les soldats endurcis sans voix. La scène est si horrible que les survivants ne peuvent pas supporter de la regarder. Ayant mis fin à la vie du zombie, notre garçon reprend tranquillement son souffle, agissant comme s'il n'avait pas terrassé un monstre avec ses mains nues à l'instant. Le capitaine Yeri, méfiante et choqué, l'affronte, incapable de comprendre ce qui s'est passé. Minseok se fiche de tout le monde. La première chose qu'il fait est de s'excuser auprès de sa fille bien-aimée d'avoir rompu sa promesse et de s'être exposé ainsi. Il avoue ouvertement qu'il se soucie davantage de la sécurité de sa fille que de son propre secret, c'est pourquoi il a agi. Mais la situation s'est compliquée maintenant que Yeri se méfie énormément de cet homme, à tel point qu'elle pointe une arme directement sur lui, remettant en question sa véritable identité. Avec une musculature digne d'un putain de gigachad, Minshak se présente officiellement et commence à enlever ses lunettes. Le fait qu'il aille aussi loin inquiète beaucoup sa fille bien-aimée car elle craint que s'il révèle sa véritable identité, les soldats le tuent. La scène arrive à une conclusion glaçante quand Minshak se nomme zombie avant d'ajouter le mot expert devant. Ces mots plongent l'atmosphère dans un silence de mort, déconcertant à la fois Thierry et sa fille, car qu'est-ce qu'un expert en zombies? Activant ses compétences de Pro-Max en matière de manipulation, Minsook explique que depuis le début de l'apocalypse, il analyse les faiblesses de chaque zombie et ce qui les rend vulnérables. C'est ainsi qu'il a pu tuer le costaud plus tôt et qu'il est en fait ravi de tous les aider. Au début, Yeri le regarde avec un sourire, riant agréablement de son excuse. Mais ensuite, elle devient complètement folle et lui met un couteau sous la gorge, montrant qu'elle ne croit pas du tout à son histoire à la con. Quand Domi essaie d'intervenir, elle lui dit de se taire. Parce que le fait est clair, cet homme, étant l'humain ordinaire qu'il est, a pu réduire une créature en miettes avec ses mains nues, le même zombie qui semblait invincible face aux balles. Mais encore plus suspects sont ses yeux rouges foncés, pas différents de ceux des zombies. Se rapprochant de son visage, elle exige de savoir si Minsook est même humain à ce stade. Et bon sang, la fille est à quelques centimètres de l'embrasser à ce stade. Zombie papa nie ses mots, déclarant que les balles d'avant ont en fait causé une quantité considérable de dégâts. Le capitaine est confuse, alors il ajoute que le zombie était déjà assez faible à cause des balles seulement. Tout ce qu'il avait à faire était de finir le combat en portant le coup final. Cette classe de zombies est appelée la classe des dévoreurs, et ils se forment lorsque plusieurs zombies fusionnent ensemble. Ces zombies s'inspirent de la danse de la fusion de Dragon Ball Z. Grâce à leur corps fusionné, ils gagnent un autre niveau de durabilité impénétrable. Cependant, aussi durable que ce zombie puisse être, il y a une faiblesse flagrante. Cette faiblesse est de cibler son coup. Alors qu'il partage cette explication, Minsook intériorise que techniquement il ne dit aucun mensonge même s'il est vrai que des coups de poing ordinaires n'auraient pas pu tuer le monstre. Yeri s'oppose à ses yeux, ce à quoi il lui dit nonchalamment qu'il partage une condition génétique, faisant que ses yeux manquent de mélanine. C'est en fait la principale raison pour laquelle il couvre ses yeux en premier lieu, parce qu'il sait que les autres le regardent bizarrement tout comme le capitaine le fait en ce moment. Avec ces deux préoccupations clarifiées, Minsook prend le contrôle de la conversation et demande si le capitaine croit toujours qu'il est un zombie. Le capitaine affiche un regard inquiet et sceptique sur son visage. Malgré ces mots, elle ne peut s'empêcher de se débarrasser du sentiment que quelque chose chez cet homme ne colle pas. Mais même alors, le facteur convaincant à son sujet est que s'il était un zombie, il aurait perdu la tête et ne se soucierait pas de protéger sa fille. Grâce à cela,
Thierry finit par être persuadé et se détourne, permettant à tous les deux de s'abriter à l'intérieur du centre commercial. Avec ses jupités tournées vers notre écran, le capitaine Gaïa laisse un rappel à Minsoc qu'elle va garder un œil attentif sur ce soi-disant expert. En fin de compte, Chiari prend une seconde pour traiter la perte de ses hommes, se sentant extrêmement coupable de la scène. Immédiatement, 2 de ses soldats s'approchent rapidement pour vérifier son état. Le capitaine ne perd pas de temps et frappe les genoux de l'un des gars, le faisant tomber au sol en agonie. La raison pour laquelle elle fait cela est de punir les idiots pour ne pas avoir suivi ses ordres. En raison de leur désobéissance à évacuer les civils vers le niveau souterrain, ils ont presque compromis la sécurité de tous les survivants. Yari apprend que ces clowns ont fini par paniquer et ont oublié ses ordres, mais elle est encore plus énervée car leur erreur aurait pu coûter la vie à tout le monde dans le centre commercial. Leur lançant un regard terrifiant, elle exprime fortement qu'elle sera celle qui les tuera la prochaine fois s'ils font une autre gaffe. Cela dit, elle s'éloigne, frustrée. Mais apparemment, le gars qu'elle a frappé semble avoir une sorte de ressentiment envers elle, ce qui implique que quelque chose va se passer dans le futur. Quoi qu'il en soit, revenons au Marthe. À l'intérieur, les survivants se reposent, y compris Minsoc et sa fille. Dami est vraiment contente que son secret ne soit pas révélé parce qu'elle était terrifiée quand il a commencé à parler. Elle n'arrive pas non plus à croire que son papa ici présent peut mentir tout en agissant naturellement. Minsoc exprime qu'Iri n'est pas le genre de personne qui allait être convaincue facilement, alors il a dû tout donner. La façon dont il parle d'elle fait se demander à Dami s'ils se connaissent. Ces mots provoquent un flot de souvenirs dans l'esprit de notre garçon. En réalité, dans la plupart des régressions qu'il a vécues, il a noué une très bonne relation avec le capitaine, c'est pourquoi il la connaît si bien. Bien sûr, il ne laisse pas sa fille savoir tout cela. Fait intéressant, Dami est surprise que son père connaisse le terme bluff parce que c'est un terme que seuls les enfants connaissent apparemment. Zombie Papa lui sourit et révèle que c'est elle qui lui a appris tout ça. En fait, grâce au sang-vie qu'ils ont partagé, il a pu apprendre beaucoup d'elle. Dami est vraiment impressionnée même si elle ne se souvient de rien de tout cela, tandis que son père décide d'aller lui chercher un bon repas. La fille est vraiment confuse et fait de son mieux pour se souvenir, mais voir son état confus et mignon ne fait que rendre Minsoc plus heureux. Tu vois, quand il a eu ses nouveaux pouvoirs, sa fille lui a demandé de faire une promesse. Elle voulait qu'il garde son secret jusqu'à sa mort, car s'ils en savaient plus sur lui, ils le blesseraient par peur. C'est comme ça qu'ils ont protégé son secret. Et en réalité, sa fille a raison. Min Seok explore le supermarché et intériorise ses pensées, sachant que si son identité était révélée ici, le reste des survivants serait plongé dans la panique. Un peu plus tard, il finit par retourner vers sa fille avec de la nourriture. Mais quand il revient, elle dort déjà comme une masse, épuisée. Min Seok la recouvre d'une couverture pour s'assurer qu'elle se repose bien et confortablement, puis il se tourne vers le problème critique. Les zombies sont encore plus rapides qu'avant, et pas seulement ça. Des centaines d'entre eux ont envahi sa porte au début. De plus en plus de mutations apparaissent, et il ne s'est écoulé qu'une semaine depuis le début de l'épidémie. À cette vitesse, les choses tournent mal. En fait, rien de tout cela ne ressemblait à ses vies antérieures, ce qui a forcé la situation à créer encore plus de variables qu'avant. La grande question persiste dans son esprit. Pourquoi les zombies changent-ils si vite? Pour répondre à cela, il a une meilleure estimation. C'est en fait à cause de sa propre influence. La scène passe à la ville, et juste à l'extérieur, des centaines de zombies mutés se rapprochent de plus en plus. À chaque pas qu'ils font, Min Seok les sent et ressent leur arrivée. C'est comme si toute la horde était là pour le chasser, lui et sa fille, afin de mettre fin à l'homme qui pourrait les arrêter. Bien qu'il ne soit pas certain que ces zombies le craignent ou qu'ils soient dérangés par son existence, le seul fait indéniable est que ces salauds assoiffés de sang le considèrent aussi comme une variable de leur côté. Il est le seul homme capable de l'arrêter. Alors, que fait notre garçon? Il sort juste à l'extérieur de la ville, les rencontrant avant même qu'ils ne puissent envahir. Se tenant seul au milieu de nulle part, il accueille la horde rassemblée pour lui avoir rendu la tâche beaucoup plus facile. Minsoc est arrivé avec une échelle à la main parce que, bien sûr, mon gars doit se montrer pour obtenir des points supplémentaires. Alors que la horde de zombies terrifiants le regarde, il les invite à commencer le spectacle. Mais tout d'abord, Bro casse l'échelle en deux, s'armant de l'arme de destruction ultime, plus forte que n'importe quel pistolet. Minsoc espère mettre fin à ce combat avant que sa fille ne se réveille parce qu'il va devoir lui préparer un bon repas. La confiance que cet homme dégage est démesurée. Alors, comme vous pouvez vous y attendre, les enfoirés les avancent pour l'attaquer. Des dizaines d'entre eux s'entassent les uns sur les autres juste pour avoir la chance de déchirer l'humain devant eux. En réponse, l'Adéman se précipite, tranchant et clouant les zombies avec une vitesse si folle qu'ils n'ont même pas le temps de réagir. Il ne s'agit pas seulement de zombies ordinaires, remarquez bien, mais aussi de mutations. Bro leur fracasse le crâne, les frappe si fort qu'il ne faut qu'un seul coup pour anéantir un zombie de classe mangeur. Une fois cette chose pulvérisée, il se tourne vers la douzaine d'autres mutations qui déclenchent une sorte d'explosion pour l'éliminer. Ouais. Ces zombies essaient aussi de lancer des Kai Blast maintenant.
Mais pas d'inquiétude, car l'homme à l'échelle saute jusqu'en haut et descend avec une onde de choc, les détruisant tous d'un coup. Il sort également ses haches de confiance pour les trancher et les découper à des vitesses encore plus rapides. Les secondes se transforment en minutes alors qu'il continue à déchaîner sa fureur. Un zombie laid à 6 bras essaie de l'arrêter, seulement pour se faire piétiner le visage à la Gojo Satoru. Bro lui coupe la tête avec un maximum d'aura, pendant que sa fille dort profondément. Dans la scène suivante, Dami finit par se réveiller, étirant son corps alors qu'elle rencontre son père bien-aimé. Oui, le même gars qui a probablement anéanti une centaine de zombies plus tôt est de retour avant même qu'elle ne se réveille. Et pas seulement ça, Man a aussi un repas prêt. Un bon petit déjeuner avec un cœur pour Dami, sachant qu'elle doit avoir faim après tout ce qui s'est passé. Elle est assez heureuse et lui sourit avant de se servir. Dans la scène suivante, la perspective se déplace vers le bureau du capitaine. Ces hommes sont venus l'informer des bruits énormes qu'ils ont entendus après minuit. Étonnamment, quand ils sont arrivés sur les lieux, ce qu'ils ont découvert les a complètement laissés sans voix. Tous les zombies avaient été massacrés et effacés. Thierry frappe la table, se demandant comment diable une chose pareille a pu se produire ou si les zombies ont commencé à s'entretuer. Le soldat explique que même s'il ne pouvait pas croire la situation, c'est ce qu'il a vu de ses propres yeux. En l'espace de 4 heures, tous les zombies des environs ont été démolis. Puis soudain, une idée jaillit dans son esprit. Yeri suggère à ses hommes de rassembler les survivants car ils se sont finalement assuré la chance en or de s'échapper du supermarché. Passant à la perspective des survivants, ils ouvrent les yeux devant le choc d'une belle et tranquille journée. Bien qu'il y ait du sang dans les rues, il est choquant qu'aucun zombie n'ait été repéré à proximité. Les gens commencent à célébrer, se demandant même où sont passés les zombies. L'un d'eux mentionne même qu'il n'y a aucun bruit de leur grognement et rugissement. Tous les signes pointent vers une seule possibilité, que miraculeusement, tous les zombies ont quitté la zone. C'est une raison de célébration pour ces personnes, qui après avoir vécu une vie de terreur depuis le début de l'apocalypse, ont enfin la chance de ressentir un sentiment de sécurité et de soulagement. Même Dami est confuse et mentionne à son père que peut-être les zombies sont vraiment disparus à la fin. Cette fille ne sait pas que son papa a décidé de faire un fact-check à l'échelle de la ville sur ces enfoirés la nuit dernière. Il lui met un casque sur la tête et s'adresse à elle avec prudence. Minsok n'a qu'une seule instruction pour sa fille, quoi qu'il arrive, elle doit s'assurer de ne pas enlever le casque. Ces mots impliquent un soupçon de quelque chose de terrible qui va se produire dans le futur, ce qui fait que sa fille se demande ce qu'il veut dire. Leur conversation est interrompue par le capitaine Yeri et ses hommes arrivant au centre commercial avec un mégaphone à la main. Elle le lève avant de l'utiliser pour une annonce immédiate, concernant les morts mystérieuses des zombies de toute la région. Comme elle confirme pratiquement que les zombies ont été complètement éliminés, les gens ne font que crier de joie et de soulagement, exprimant leur soulagement quant à leur sécurité. Mais ces gars vont vivre une véritable trahison parce que juste après avoir partagé cette nouvelle, Carrie leur dit qu'ils vont tous quitter la zone immédiatement. Ces mots sont choquants et extrêmement déroutants pour les survivants qui ont enfin eu la chance de faire une pause. Ils expriment leur claire objection à partir, disant qu'il n'y a pas besoin d'évacuer avec les zombies partis. À cela, Thierry décide de partager une nouvelle information avec eux. Il y a seulement 3 jours, ils ont perdu la communication radio avec une autre unité appelée la 2e brigade d'infanterie mécanisée. Ce n'était pas une brigade ordinaire, car elle a réussi à survivre à toutes les atrocités de la région de Gyeonggi. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est qu'ils ont des véhicules blindés appropriés et une force puissante, leur permettant de facilement garder et protéger tous les civils survivants. Bien que ces paroles soient censées être optimistes, son annonce jette tout le monde dans une panique soudaine. Les survivants ne peuvent tout simplement pas accepter de gâcher leur vie sur la base d'un seul appel radio qu'ils ne peuvent même plus confirmer. Ils ont tous leurs propres plaintes, tandis que Yeri les assure avec conviction qu'elle connaît quelqu'un de l'autre côté. Nom de code Blue Hawk, il y a un soldat compétent qui dirige la brigade. Je dois faire une pause et admirer ce dos sculpté. On dirait que le dos de Bro a son propre dos. Quoi qu'il en soit, le problème est que même si Yeri connaît ce type et lui fait entièrement confiance, on ne peut pas en dire autant des dizaines de survivants qui n'y connaissent rien. Ils ne peuvent tout simplement pas accepter de se jeter dans un danger immédiat sur la base d'une transmission radio. La foule devient incontrôlable, et Yeri aussi perd le contrôle. Elle fait de son mieux pour expliquer qu'ils ne pourront pas survivre à un autre raid si les zombies reviennent. Mais les citoyens sont faussement réconfortés par leur présent et pensent que rester au même endroit est la meilleure option car les zombies ne reviendront pas. Un gars du groupe de survivants se fâche et rugit sa plainte. Bro pense que Thierry prend une décision hâtive basée sur ses sentiments parce qu'elle est une femme. J'imagine que ce type doit prendre des leçons d'Andrew Tate parce que quel genre de logique est-ce même? Cette approche simple et retardée incite en fait le reste de la foule à blâmer entièrement Yeri. Brisant enfin son silence, l'expert en zombies Gigachad intervient pour faire taire tout le monde avec un rappel glaçant, les zombies vont revenir qu'ils le veuillent ou non. Le même type stupide qui a qualifié Yeri de leader inefficace essaie de s'en prendre à notre gars aussi, mais Papa Minsoak ici jette simplement un coup d'œil à lui et rappelle au clown avec un QI de température ambiante qu'en restant ici, ils vont servir un repas frais à la nouvelle horde de zombies. Au fait,
Min Seok fait peur à ce gars à cause de sa visualisation effrayante de ce qui va réellement se passer. Il dénonce les conneries du gars et le laisse effrayé en état de choc, à tel point que même la propre fille du gars se demande ce qui lui a fait peur. De retour à Papa Minsook, il précise qu'il n'y a aucune garantie qu'ils survivront à la phase de transition pour rejoindre la brigade. Cependant, ces paroles n'inspirent que la peur et l'incertitude aux survivants qui ne veulent pas miser leur chance sur quelque chose qui ne garantit pas leur sécurité. Pour jouer à leur propre jeu, Min Seok se dresse contre la foule et décide de leur poser une petite question. Que se passerait-il si ces gars arrêtaient de recevoir de l'aide des soldats et n'écoutaient pas les ordres sensés? Sa question raisonnable plonge la foule dans un état de contemplation alors qu'elle commence à se chamailler. Soudain, certains partisans de la foule commencent à croire à l'approche d'Yeri, réalisant qu'ils n'ont aucune chance de survivre à l'apocalypse avec l'aide des soldats. Clark Kent, ici présent avec ses lunettes, déclare même que la seule raison pour laquelle ils ont survécu jusqu'à présent est grâce à l'aide du groupe d'Yeri. Cette simple question finit par raviver leur foi alors qu'ils acclament et chantent pour faire confiance aux décisions de leurs dirigeants afin de survivre à l'apocalypse. Bien qu'elle ait atteint son objectif, Carrie est stupéfaite par ce qui s'est passé. À l'instant, elle perdait son sang-froid face aux objections de la foule. Et pourtant, ce soi-disant expert en zombies est arrivé avec une seule question et a convaincu tout le monde de la suivre. À ce stade, sa tête est remplie de l'idée d'en savoir plus sur ce beau blond qui n'arrête pas de faire des trucs miraculeux. De façon amusante, Min Seok lui dit qu'il ne veut aucun crédit même si Yeri ne l'a même pas encore remercié, impliquant qu'il peut la lire comme un livre ouvert. Le truc avec notre garçon, c'est que Papa Min Seok a vécu environ 100 vies d'expérience où la négociation était le seul moyen de s'en sortir pour leur survie. C'est comme ça qu'il sait comment désamorcer et gérer les situations maintenant. En même temps, il assure qu'il fait ça juste pour la protection de sa fille. Tendant la main, l'expert en zombies encourage Yeri en lui disant qu'il lui fait entièrement confiance et qu'il sait qu'elle va tous les mener au succès. La femme est étonnée par sa croyance ridicule en elle, mais elle choisit de se concentrer sur ce qui est plus important en annonçant le début de l'opération d'évacuation. Se déclarant capitaine Chayeri et leur chef, elle promet de ne laisser personne derrière pendant cette mission. Ainsi, dans la scène suivante, grâce au soutien des bus et autres véhicules, ils sont capables de se frayer un chemin à travers le bain de sang sur les routes. On a une vue de Dami, qui semble ennuyée, et je suppose que c'est soit à cause de ce casque ridicule, soit parce qu'elle n'a pas pu s'asseoir à côté de son père. Menant l'opération à l'avant-garde, Yeri évite tout danger sur leur chemin. Enfin, ils ont réussi à traverser la rivière Han, ce qui peut être considéré comme un exploit monumental depuis le début de l'apocalypse. Yeri ne perd pas son sang-froid et dit à ses hommes de se concentrer car ils ont d'autres problèmes à se soucier. En parlant de problèmes, les soldats aperçoivent malheureusement un groupe de zombies s'éprouvant au loin. Ces sales bêtes se montent pratiquement les uns sur les autres juste pour s'approcher d'eux. Le capitaine commence immédiatement le début de leur opération dès qu'elle voit les zombies et ordonne aux civils et à l'équipe de rester sur la voie de droite pendant qu'elle et ses hommes viseront la gauche. Puisqu'on est déjà arrivé aussi loin, parlons d'un trait spécifique des zombies. Leur ouïe est beaucoup plus développée que leur vue. Comment peut-on utiliser ça à son avantage? Vous vous demandez peut-être? Eh bien, Thierry le démontre magnifiquement en lançant des boîtes de conserve en métal, frappant les visages des zombies et créant un tas de bruit. Cette chaîne de sons efficaces provoque de graves problèmes sensoriels pour les zombies, les faisant crier et devenir plus agressifs. Le but n'est pas de les distraire, mais de les engager et de les faire suivre leur véhicule. Yari signale à ses hommes d'accélérer, s'assurant qu'ils sont à une distance sûre même si les zombies courent beaucoup plus vite. Le seul problème? Il y a pratiquement une armée de marathoniens zombies qui essaient de devenir le prochain David Gauguin. Ils vont si vite que ça devient inquiétant de garder ses distances avec eux. Le capitaine sait quoi faire avec la gigantesque horde et ordonne à ses hommes de se diriger vers le pont de Sionxen. Le pont s'est en fait effondré, et il est maintenant temps pour nous d'explorer le deuxième trait le plus notable des zombies. Quelle que soit la gravité de la situation, leur seul et unique objectif est de courir après les humains. Le capitaine intelligent exploite ce trait en ordonnant à ses hommes de faire un demi-tour avec le véhicule, permettant une coupe nette juste avant d'atteindre le bord du pont. Pendant ce temps, les zombies qui chargeaient comme des fous finissent par trouver extrêmement difficile de briser leur élan extrêmement rapide. Cela se traduit par la horde entière qui s'écrase les uns contre les autres, tout en permettant au camion d'Yeri de se réajuster et d'éliminer tous les zombies à proximité. La horde est encore loin d'être anéantie car beaucoup de zombies traînent encore dans les parages. Cela nous amène à explorer le troisième trait de ces monstres assoiffés de sang. La partie la plus faible de leur corps est leur dos. En gros, le but est de les frapper au cul, ce qui arrive quand Min Seok sort avec un putain de rouleau compresseur qui broie leurs os en poussière. Surnommé à juste titre le roi des véhicules de chantier, le rouleau compresseur est une excellente machine à broyer pour faire une pizza plate avec les zombies. Pour être honnête, la façon dont cet homme est là à encenser cette machine me donne presque envie de voir un montage de rouleau compresseur ou de travail agricole. On ne peut pas en dire autant de ces zombies, qui se font démolir pendant que notre gars les broie. Certains d'entre eux sont même assez stupides pour s'approcher de la machine géante en question seulement pour se faire anéantir à cause de leur propre erreur.
Être témoin du massacre des zombies laisse Yeri et ses hommes sans voix. Grâce à sa taille massive, Min-seok est capable d'utiliser la machine pour pousser tous les zombies au bord du pont et même les jeter directement dans l'océan. La scène passe rapidement à la perspective de Dami et des autres civils. Comme je l'ai dit, elle semble être dérangée par quelque chose qui s'est passé avant leur départ. On a en fait une séquence de flashback de leur conversation où elle s'opposait fortement à la décision de son père de prendre le travail risqué d'aider les soldats. La seule chose qu'elle craignait le plus était que le secret de Min-seok soit accidentellement révélé devant les soldats. Heureusement pour elle cependant, à présent, il semble être revenu entier. Et, oui, le tout d'un bloc est réel. Assez amusant, à l'époque, il lui a dit qu'il jouerait un simple rôle d'assistant de l'équipe d'Yeri. Mais maintenant qu'il est de retour sur un putain de rouleau compresseur avec les restes éparpillés de zombies, la fille est à court de mots. Le capitaine Yeri saute et ordonne à tout le monde de se mettre derrière elle parce qu'elle a repéré un groupe de zombies enragés qui arrivent droit vers eux. Malheureusement pour eux, le rouleau compresseur avance, anéantissant tous les zombies en vue et ouvrant un chemin facile pour que les civils se fraient un chemin. Les survivants réussissent à s'échapper de la zone menaçante. Enfin, après un long voyage de lutte contre les zombies, ils sont entrés dans la base protégée de la 2e brigade. Parlons davantage de la brigade elle-même. Cette unité est connue pour survivre toujours longtemps dans presque toutes les régressions que Min-seok a vécues. Elle est en fait considérée comme un point de contrôle important dans sa mission globale avant d'atteindre le refuge de Dijon. Maintenant, le fait qu'ils aient pu mettre les pieds dans cet endroit en seulement 8 jours est louable au-delà de toute comparaison. Pourtant, ses instincts de papa inquiet commencent à se manifester, sachant que s'il se permet de devenir arrogant à cause de sa force et de ses progrès, la même chose se reproduira. Dami va être dévoré, et il sera impuissant à faire quoi que ce soit. Même dans cette vie, il va utiliser exactement la même feuille de route qu'il a utilisée dans toutes ses vies antérieures pour éviter le moins de changements possible. Aux yeux de Min-seok, c'est là que commence le vrai combat. Mais pour l'instant, il est félicité de partout, grâce à ses efforts collectifs pour sauver la vie de tout le monde. Même si les soldats ont découvert le rouleau compresseur par eux-mêmes, aucun d'entre eux ne savait comment faire fonctionner cette machine robuste. Le fait que l'expert en zombies semble avoir une certaine connaissance de celui-ci leur fait se demander s'il a une formation de travailleur de la construction. Min-seok nie de telles affirmations et révèle en fait qu'il a réussi à l'apprendre afin de mieux survivre. En bref, ils sont ici sans aucune victime, ce dont le capitaine est reconnaissante. De façon amusante, elle le remercie en fait, mais notre gars ne lâche pas l'affaire. Il la taquine et essaie d'obtenir une autre preuve de gratitude de sa part, seulement pour se faire claquer un ferme lave au visage. Leur moment est interrompu par le sergent de bienvenue Li-Nui de la 2e brigade d'infanterie, qui salue le capitaine avec grand respect, ayant anticipé son arrivée. Yeri est plutôt abasourdi que ces gens soient au courant de son arrivée, ce que le sergent confirme qu'ils ont entendu du colonel Shakiri arriverait bientôt. Au début, Yeri est stupéfaite, mais de façon amusante, le sergent partage également que le colonel leur a spécifiquement dit de faire attention à une officière têtue, ce qui fait rire tous ces hommes. Agacée, elle les regarde avec un regard de mort et exige de connaître l'emplacement du colonel Shah. On lui dit qu'il est à la porte arrière car apparemment des zombies sont arrivés de nulle part. Maintenant, c'est une réalisation choquante pour le capitaine, et elle est terrifiée d'entendre que le colonel est parti avec sa propre escouade pour gérer la menace. Le sergent la calme, assurant que rien de tel ne s'est produit. Mais pour une raison quelconque, il laisse échapper un sourire nerveux et détourne les yeux, impliquant qu'il y a plus dans l'histoire. Vous voyez, le colonel Badass n'est pas parti avec ses troupes. En fait, il est parti tout seul parce que c'est à quel point il est un putain de dur à cuire. Passons à son côté des choses. À la porte arrière de la brigade, les soldats observent la scène depuis la tour de guet, comptant à rebours un nouveau record pour l'accomplissement du colonel. Ils chantent les louanges de lui qui a éliminé les zombies en 35 minutes. Apparemment, ce gars adore utiliser des armes de mêlée plutôt que des armes à feu, croyant qu'une hache est la kryptonite ultime d'un zombie. Le gars se rend la tâche plus difficile juste pour en avoir plus de plaisir et aime regarder leur tête laide après les avoir coupées. Voici le Faucon Bleu, qui est décoré de réalisations passées et est actuellement le commandant de la 2e brigade d'infanterie. Les soldats sont terrifiés par ses manières imprudentes et recommandent qu'il utilise une arme à feu la prochaine fois, car même s'ils savent que si ce gars se transforme en zombie, le monde va toucher à sa fin. Chapungo rit avec une grande joie, incapable d'imaginer un jour où il se ferait mordre par un groupe de zombies stupides. Il se vante même qu'il est à un autre niveau. Donc, en gros, ils sont l'encom de la fudge pour cet homme. Pungo est dans une classe à part et a finalement compris leur style de combat. Le type dénigre même ses propres hommes, les traitant de poids morts, c'est pourquoi il ne les autorise pas à le rejoindre au combat. Bien que les soldats soient offensés, ils savent qu'il dit la vérité. Ayant éliminé tout le groupe tout seul, le Blue Hawk commence à ressentir la douleur dans ses articulations, malheureusement, conséquence de son âge. Pourtant, il s'ennuie à mourir de tuer des zombies tous les jours sans que personne ne se présente pour lui lancer un défi. Eh bien, je suppose que son souhait est exaucé car l'un des zombies de la classe dévoreur se relève, montrant qu'il n'est toujours pas hors course.
Pungo est étonné de voir la créature lui sourire. Le zombie vicieux se jette sur lui comme un démon de paralysie du sommeil. Mais avant que le zombie ne puisse faire quoi que ce soit, notre gars passe dessus avec son rouleau compresseur, en faisant de la purée de tomates. Les soldats sont sans voix tandis que le colonel se met instantanément sur ses gardes. Vous vous souvenez de ces mots de tout à l'heure sur la façon dont il est à un niveau différent et peut sentir la force d'un zombie? Eh bien, voici le truc. À chaque pas que fait notre gars, le colonel Chapungo voit l'incarnation littérale de la mort planer au-dessus du corps de Minseok. C'est comme s'il venait de découvrir le zombie le plus fort à ce jour. Mais pour le rendre encore plus confus, Minseok se présente avec désinvolture, n'apparaissant pas différent d'un humain alors qu'il mentionne ses voyages avec le capitaine Yeri. Le gars veut juste aider, mais le Blue Hawk sent tellement de terreur venant de lui qu'il procède littéralement à agresser Minseok de toutes ses forces. Et je ne plaisante même pas. Cet homme a l'air d'avoir tout mis dans ce coup de hache. Alors que son attaque est sur le point de se connecter, les soldats sont effrayés de voir leur colonel attaquer des civils innocents comme s'il était devenu fou ou quelque chose comme ça. Mais à leur étonnement, l'humain ordinaire, Minseok, a attrapé la hache d'une seule main, ce qui est considéré comme pratiquement impossible à faire à cette vitesse. La simple présence de Minseok terrifie le colonel au point qu'il donne l'ordre de déclencher une alerte rouge immédiate, déclarant que l'homme qui se tient devant lui n'est pas un humain, mais un monstre. Bien sûr, même notre gars comprend qu'il ne peut pas tromper ce type comme tous les autres. Il commence donc par citer l'identité du colonel avant de frapper la même hache avec une telle force qu'elle se brise en morceaux. Minseok insiste sur le fait qu'il est intéressé à rester ici. Donc, la première chose qu'il va faire est de convaincre cet homme qu'il est propre. En même temps, connaissant la façon dont le colonel gère les choses, l'expert en zombies comprend que ces mots ne suffiront pas. Alors cette fois, il jouera au jeu que Pungo aime le plus. Le colonel montre un soupçon de joie dans son sourire alors que l'homme devant lui verrouille sa position pour un combat. Le colonel interprète sa position de combat comme une invitation à se battre. Bien sûr, sans même penser à une autre pensée, l'homme défait ses sangles pour une bagarre. Le Blue Hawk a vu toutes sortes de fous dans sa vie, mais il n'avait aucune idée que quelqu'un comme Minseok aurait déjà son intérêt pour un combat. Le colonel concentre toute son attention sur notre protagoniste et se lance comme une bombe nucléaire descendant du ciel, espérant désespérément percer le mystère de quelqu'un comme Minseok. La scène se coupe sur les soldats exécutant les ordres du colonel, émettant un code rouge comme un avertissement alarmant à ses habitants. Choqué, Yeri se demande ce qui se passe, mais les soldats ne sont pas encore prêts à dire quoi que ce soit. Ils veulent juste suivre les ordres pour l'instant. Soudain, le capitaine Guak sort de nulle part. Et avant même que Yeri puisse lui poser des questions, l'homme a l'audace de lui mettre un pistolet au visage, la mettant en colère. Le capitaine Gok est en état d'alerte élevé car il sait que le monstre qui a attaqué leur chef tout à l'heure semble avoir une sorte de lien avec Thierry après avoir révélé son nom. Cela implique essentiellement qu'elle est également une menace. Le mot monstre la déconcerte jusqu'à ce que les soldats révèlent le nom complet de Ryu Minseok selon ses propres mots. Encore une fois, personne ne connaît l'identité de l'homme, à part les étrangers qui sont venus à la base. La plus inquiète de tous est en fait la fille bien-aimée de Minseok qui semble craindre pour le bien de son père. De retour à la scène de la bataille, cet homme est ici en train d'embrasser le pouvoir de cet amas. Un seul coup de poing est capable d'anéantir un mur entier, effrayant le colonel alors qu'il esquive l'attaque. Le mur brisé est plus qu'une preuve suffisante que cet homme a des pouvoirs au-delà de ceux d'un humain. En fait, le Blue Hawk pense qu'il est presque hilarant que notre gars s'accroche toujours à son identité d'humain. Le coup de pied du colonel est bloqué par les réflexes surhumains de Minseok, et pas seulement ça. Une seconde, il est là, bloquant le coup de pied, et la seconde suivante, il disparaît dans l'air et a même assez de temps pour faire tout le tour du colonel. Minseok est prêt à détruire cet homme. Mais sans blague, le Blue Hawk est toujours incroyablement rapide car il est capable d'esquiver le coup de poing même après avoir été pris au dépourvu. Dans cette même instance, le colonel riposte avec un puissant coup au visage de Minseok, le frappant proprement et causant quelques dégâts. C'est fou de penser qu'il affronte un zombie surhumain et qu'il tient toujours bon. Quel dur à cuire. Alors qu'ils reprennent tous les deux leur souffle, le colonel attrape le col de Minseok, l'accusant de déconner et de retenir une tonne de sa force. C'est en fait la principale raison pour laquelle il a pu esquiver le coup de poing plus tôt sans se faire anéantir non plus. À cela, Minseok confirme ses pensées, convenant qu'il retient en effet une tonne de sa force car s'il se donnait vraiment à fond, cela entraînerait la mort du colonel, et il ne veut pas cela. Le truc, c'est que ce n'est pas seulement une menace vide de sens qu'un gamin maigrichon lance après une bagarre avec vous dans la rue. Cela vient d'un gars qui est capable de frapper des murs littéraux et de les briser. Ce n'est pas facile pour le colonel à accepter, mais c'est vrai. Depuis le moment où ils ont commencé à se battre jusqu'à maintenant, chaque fibre de son corps hurlait qu'il y avait un fossé immense entre deux. Confus et perdu, le colonel cherche une explication, interrogeant ses motivations. Pour faire simple, notre gars révèle qu'il est venu ici pour le simple acte de demander une protection. Ces mots sont si hilarants que le colonel éclate d'un grand rire en plein visage. Sa réaction est justifiée car il vient d'affronter le gars le plus fort de la planète, et ce même gars demande maintenant une protection. N'importe qui rirait de ça.
Mais ensuite, Minsok révèle sa véritable cause d'inquiétude. Il ne s'inquiète pas pour lui-même, mais plutôt pour sa fille bien-aimée, Ryudami, qui est actuellement entourée par les soldats aux côtés de Yeri. Malgré une force écrasante, le doux père ne demande que la protection de sa fille pour avoir la chance de rester sous l'abri de la brigade. Ces mots ne suffisent pas, et il le sait, alors Min Seok se met même à genoux. Maintenant, c'est le vrai amour. Il ne se soucie même pas de son propre ego. Il s'est juste soumis en sachant que cela assurera la survie de sa fille. Et pour cela, Minsuk accepte de faire tout ce que le colonel lui demande tant qu'il peut garantir son côté du marché. Cette nuit-là, la scène se déplace vers l'abri civil de la brigade. Cette installation abrite les survivants occasionnels, mais il y a un changement dans leur attitude. En entendant le mot monstre lié à Ryom et Seok, les civils sont imprégnés d'un sentiment de terreur. Ils commencent à se méfier des intentions de notre gars et soulignent même les irrégularités dans sa force et la couleur de ses yeux. En conséquence, tout le monde commence à penser qu'il est un zombie. En parlant de notre gars, malgré tout ce qu'il a fait pour le colonel ce soir-là, il est toujours enchaîné et détenu pour le moment. Il se souvient des mots du Blue Hawk qui a promis de respecter sa part du marché, permettant à tout le monde de rester à la brigade. Mais sa principale préoccupation est apparue en ce qui concerne Minsok lui-même, surtout quand un gars comme lui est incroyablement dangereux s'il est laissé tout seul. À cela, c'était en fait la suggestion personnelle de Minsok de l'isoler et de le détenir aussi longtemps qu'il le faudrait afin qu'il puisse assurer et établir la confiance avec la brigade et ses gens pour leur montrer qu'il n'est pas une menace. Bien qu'il soit seul en ce moment, sa fille, Dami, l'aime tellement qu'elle est venue le voir en douce. Elle l'encourage de l'autre côté, et c'est le sentiment le plus heureux pour le père de voir son enfant vivant et en bonne santé. Dami est heureuse de révéler que juste après la levée de l'alerte d'urgence, les soldats ont vraiment pris grand soin d'eux, à tel point qu'ils lui ont permis de rendre visite à son père. De plus, elle n'aimait vraiment pas le cadre congestionné de l'abri. Même après avoir enduré tant de souffrances pour le bien de sa fille, Minsok s'excuse de ne pas avoir pu tenir sa promesse. Elle est surprise, mais il se sent coupable de l'avoir trahi une deuxième fois. À ce stade, il commence à penser qu'elle se sent vraiment déçue de lui pour être incapable de tenir sa parole. À sa grande surprise, elle frappe à la fenêtre et lui rappelle ses précieuses contributions. Si Papa Zombie ici n'avait pas fait ce qu'il a fait, alors aucune des personnes n'aurait profité de l'abri de la brigade. Au lieu de se sentir coupable à ce sujet, elle lui donne un sourire heureux et le laisse profiter du sentiment d'avoir tout fait même si les autres le désapprouvent. Honnêtement, je me sens vraiment mal pour le gars. Il essaie si fort et les gens le jugent toujours pour cela. Mais pour Dami, elle rappelle une dernière fois à son père qu'elle lui accorde une confiance totale. Le doux moment se termine avec Dami réalisant qu'elle doit retourner en courant à cause d'un prochain appel nominal. Disant au revoir à son père, la fille s'éloigne à toute vitesse, laissant Min Seok satisfait de la voir même dans sa position de détenu. Mais voici la réalité. À chaque pas que fait Dami, ses émotions l'engloutissent et la submergent. À un certain point, elle commence à pleurer, ce qui implique qu'elle a vraiment fait de son mieux pour garder un visage heureux devant son père. Quant à Minsuk, il est exactement pareil. Bien qu'ils aient fondu l'un dans l'autre, ils se sentent mal d'être séparés. Une lueur d'espoir brille quand quelqu'un rend visite à Minsok dans sa cellule. C'est le sergent, venu le chercher pour une réunion avec le colonel. Dans la scène suivante, le faucon bleu pointe un endroit précis sur la carte. Une gare où il soupçonne la présence de plusieurs survivants. Ils ont même révélé un signal il y a quelques minutes confirmant leurs soupçons. Cependant, parmi les signaux qu'ils ont reçus, il semble également y avoir une fréquence étrange, dont ils n'ont pas encore identifié la cause. La rapidité est impérative pour cette opération, ce qui signifie que leurs effectifs doivent être efficaces pour tout gérer tactiquement. C'est la raison pour laquelle le colonel a réuni une escouade d'élite, et cette escouade ne comprend que 2 personnes. L'un est le colonel lui-même, et le second est notre garçon, Min Seok. Quelque chose me dit qu'ils sont sur le point de faire une vérification de fade méchante sur ces zombies avec leur escouade de 2 hommes. Quoi qu'il en soit, le colonel veut profiter de cette occasion pour tester la détermination de Min Seok et son amour pour sa fille afin de voir enfin si le père est prêt à tout pour elle. Juste après avoir entendu ces mots, notre garçon brise les chaînes comme un putain de super-héros. C'est une façon d'insinuer qu'il aurait toujours pu s'évader, mais qu'il ne l'a pas fait pour le bien de sa fille. Minsok demande quand ils partent, et le colonel se contente de sourire. Le faucon bleu déclare qu'ils partiront immédiatement, et, oh mon Dieu, la façon dont ils cultivent tous les deux l'aura dans ce plan final me dit que ces zombies sont cuits à vie. Ainsi commence le début de l'opération de sauvetage de la gare de Gupa Ball. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.